C'était le 4 juillet 1969, à 21h45, dans une nuit d'été étouffante, et les rues tranquilles des banlieues de Vallejo, en Californie, allaient être brisées par un acte de violence sans raison qui allait changer pour toujours la vie de ceux qui y vivaient. Le son des feux d'artifice résonnait dans l'air, mais les résidents du parc Blue Rock Springs n'avaient pas idée que les festivités de la nuit allaient être ternies par l'arrivée d'un tueur sans pitié. L'année était jeune, mais 1969 avait déjà vu son lot de chaos et de sanglantes, et personne ne savait que cela allait être juste le début d'une révolution de terreur qui allait laisser un sillage de mort et de destruction dans son sillage. L'air nocturne était épais de la fumée et de la poudre d'artifice, tandis que le son de la musique et de la rire remplissait l'air, mais l'atmosphère joyeuse allait être de courte durée. En quelques secondes, la tranquillité du parc allait être brisée par l'arrivée d'un tueur avec un agenda tordu. La scène qui s'est déroulée cette nuit-là était celle de la chaos et de l'horreur absolue. Le parc, qui avait été un havre de divertissement et de jeu, était maintenant un lieu de crime, avec des corps éparpillés et la panique gravée sur les visages de ceux qui avaient assisté à la carnage. Les rues étaient vides et étrangement silencieuses, à l'exception du son des sirènes à l'horizon, qui devenait de plus en plus fort par seconde. Le son des cris et des lamentations remplissait l'air tandis que la réalité de ce qui venait de se produire commençait à pénétrer dans l'esprit. La fumée de poudre et le sang pesaient lourdement dans l'air, un rappel sinistre de la violence qui venait de éclater. Le tueur, plus tard surnommé le Zodiac Killer, était une figure sombre, enveloppée dans le mystère et la terreur. Il était un maître de la dissimulation, un chameleon qui semblait se fondre dans le fond, inspirant la peur dans les cœurs de ceux qui traversaient son chemin. On ne savait pas grand-chose à ce sujet à ce stade, mais une chose était certaine, il était un tueur sans pitié et rusé, animé par un désir tordu de pouvoir et de contrôle. Il était un fantôme, un phénomène, un spectre de la mort et de la destruction, et ceux qui avaient survécu à son rencontre ne seraient jamais les mêmes à nouveau. Ses yeux brillaient d'une intensité malfaisante, une calculation froide qui faisait frémir ceux qui osaient le croiser. Les témoins ont décrit une scène de pandémonium absolu, avec des gens qui crient et qui se précipitent pour se cacher tandis que le tueur frappait. Certains prétendaient avoir vu une figure, haute et mince, vêtue d'un manteau noir, qui s'enfuyait à grande vitesse du lieu du crime. D'autres ont rapporté avoir entendu le son des tirs de feu, suivi des cris de ceux qui avaient été touchés. Le son des sirènes remplissait l'air tandis que les premiers intervenants arrivaient sur le lieu du crime, mais ce qu'ils ont trouvé était une scène de carnage absolu, avec des corps éparpillés et des preuves d'une attaque brutale et calculée. Le parc qui avait été un havre de divertissement et de jeu était maintenant un lieu de crime, gravé à jamais dans les mémoires de ceux qui avaient assisté aux horreurs qui se sont déroulées cette nuit-là. Avant de poursuivre, cliquez sur la petite cloche et abonnez-vous. Nous publions de nouveaux cas chaque jour. Je vais vous ramener à l'origine de cette histoire, à un moment où le Zodiac Killer était juste une figure sombre, qui se cachait dans l'ombre, attendant le moment parfait pour frapper. Les années 1960 étaient une période de grands changements et d'ébranlements, et c'est dans ce décor tumultueux que le Zodiac Killer allait lancer une révolution de terreur qui allait secouer les fondements de la région de la baie de San Francisco. L'année était 1969, et le monde était sur le point d'une révolution culturelle, mais dans la région du nord de la Californie, une autre sorte de révolution était en cours, alimentée par le sang et le désir de pouvoir. Le Zodiac Killer était un produit de cette époque, un monstre né de la ténèbre qui se cachait dans le cœur humain. Il allait inspirer la peur dans les cœurs de ceux qui vivaient dans la région de la baie de San Francisco, en envoyant des messages cryptiques et en taquinant la police pendant qu'il continuait sa révolution de terreur. Au cours des années suivantes, le Zodiac Killer allait aller jusqu'à revendiquer 5 victimes, en envoyant la police sur une chasse aux lapins en envoyant des messages cryptiques et des codes. Mais à mesure que le nombre de victimes continuait à augmenter, la fascination du public pour le tueur augmentait également, qui était devenu une sorte de héros folklorique dans certains milieux, un symbole de rébellion et de non-conformité dans une époque de grands changements. Personne ne savait que cela était juste le début d'une saga de crimes vrais qui allait captiver la nation, une histoire de meurtre et de chaos qui allait continuer à se dérouler pendant des années à venir. La révolution de terreur du Zodiac Killer était loin d'être terminée, et tandis que la police se débattait pour suivre les agissements du tueur, le public était laissé à se demander, qui était ce monstre, et jusqu'où allait-il aller dans sa quête de pouvoir et de contrôle? La personne centrale de ce cas était Arthur Lee Allen, un homme de 45 ans vivant à Vallejo, en Californie. Il était un pédophile condamné et avait un dossier criminel remontant aux années 1940. Allen occupait un emploi respectable en tant que gardien d'école locale et était connu pour avoir une épouse et 2 filles.
Sa famille semblait stable en surface, mais ceux qui le connaissaient bien rapportaient qu'il avait un côté sombre. Son comportement devint de plus en plus erratique à la fin de 1968. La vie quotidienne d'Allen semblait être celle d'un mari et d'un père ordinaire, mais ses connaissances le décrivaient comme étant quelque peu distant et ayant tendance à devenir agressif lorsqu'il était provoqué. Il aurait passé beaucoup de temps à lire des littératures occultes et à regarder des films d'horreur, ce qui suscita quelques interrogations parmi ses voisins. La femme d'Allen affirma qu'il était un mari aimant et attentionné, mais elle suggéra également qu'il pourrait avoir eu une liaison. Certains de ses collègues de l'école mentionnèrent que Allen aurait parfois fait des commentaires inquiétants sur son passé et sur le monde en général. Ses collègues semblaient intimidés par lui, et personne n'osa remettre en question son comportement. Malgré son comportement inquiétant, Allen réussit à projeter une image de personne agréable et relatable. Il se portait volontaire à la bibliothèque locale et semblait être vraiment intéressé à aider les autres. Son cercle social de l'église le décrivait comme un homme amical et courtois qui faisait des dons généreux à la charité. Ceux qui rencontrèrent Allen pour la première fois pourraient l'avoir trouvé être le genre de personne à qui on pouvait faire confiance avec ses secrets les plus profonds. Cependant, sa réputation commença à se défaire lorsque ses impulsions plus sombres devinrent plus difficiles à cacher. Les relations d'Allen avec ses connaissances et ses membres de la famille étaient compliquées et souvent tendues. Sa femme semblait être la seule personne qu'il ait vraiment confiée, mais même leur relation était entachée par ses accès de rage occasionnels. Ses filles rapportèrent avoir peur de leur père, mais il réussit toujours à les charmer lorsqu'elles se plaignaient de son comportement. Les collègues d'Allen étaient méfiants envers lui et tendaient à l'éviter, mais il réussit toujours à cultiver un petit cercle d'admirateurs. L'une des changements les plus significatifs dans le comportement d'Allen commença à émerger juste avant le début des meurtres du Zodiac, ce qui pose la question, qu'est-ce qui a conduit Allen à devenir un tueur en série? La nuit du 4 juillet 1969, à Vallejo, en Californie, marquerait le début d'une série de meurtres non résolus qui seraient à jamais liés au mystérieux tueur en série Zodiac. La soirée d'été chaude avait une atmosphère festive, avec des feux d'artifice illuminant le ciel, mais les résidents ignoraient que la terreur se cachait dans l'ombre. La température avait chuté à environ 18 degrés Celsius, avec un léger vent qui semblait transporter un sentiment de présage. À mesure que la nuit avançait, les rues deviendraient plus calmes, avec seulement quelques derniers traînards qui étaient encore dehors. Le sentiment de tranquillité allait être brisé. Cela a commencé avec une soirée mardi ordinaire. Le 4 juillet 1969, David Faraday, un lycéen de 17 ans, et sa compagne de 16 ans, Betty Lou Jensen, avaient prévu d'aller à une fête près du lac à Vallejo. À mesure que la soirée avançait et que la fête semblait perdre de son éclat, David a suggéré qu'ils prennent une voiture pour aller au lac seul. Avec la promesse d'une soirée romantique à l'horizon, ils ont décidé de prendre un détour sur la route de terre qui menait au parc Blue Rock Springs. Le silence de la nuit semblait être le seul témoin de leur décision. Vers 21h45, David et Betty Lou ont garé leur voiture dans une zone isolée, et alors qu'ils y étaient assis, une berline a roulé derrière eux. La présence de la berline semblait innocente au début, mais les deux adolescents ignoraient que leur vie allait prendre un tournant dramatique. Le conducteur de la berline, qui serait plus tard révélé être le tueur en série Zodiac, s'est approché de la voiture du couple et a ouvert le feu, tirant sur Betty Lou dans la poitrine et la tête, et sur David dans la tête. Dans le chaos qui a suivi, David a réussi à faire rouler la voiture pendant une courte distance avant de perdre le contrôle et de percuter un arbre. Le détail le plus choquant de ce crime est le post-it glissé sur la scène, qui portait l'inscription « Ceci est le Zodiac qui parle ». Le fait que le tueur ait cru nécessaire de signer son acte odieux deviendrait un marqueur du modus operandi du tueur en série Zodiac. La découverte grueuse des corps sans vie des deux adolescents aurait envoyé des ondes de choc à travers la communauté, laissant derrière elle une traînée de questions et de peurs. L'enquête policière qui a suivi n'a abouti qu'à plus de puzzle, car le tueur semblait prendre plaisir à laisser derrière lui des indices cryptiques. La question qui se posait dans l'esprit de tous serait, qui était ce monstre de Zodiac? Je vais vous emmener à travers l'enquête sur l'un des cas de meurtre non résolus les plus infâmes de l'histoire américaine, le tueur du Zodiac. Lorsque les premiers rapports sur la brutalité du tueur du Zodiac commencèrent à émerger dans la région de la baie de San Francisco, la police réagit rapidement. Le 4 juillet 1969, le département de police de Vallejo reçut un appel concernant un corps trouvé dans une zone isolée de Benicia. La victime était identifiée comme étant David Faraday, âgé de 16 ans, et Betty Lou Jensen, âgée de 17 ans.
La police lança immédiatement une enquête massive, fouillant la zone à la recherche de indices et entendant les témoins. Mais ce n'est qu'arrivé d'un message codé critique au Valiro Times Herald que l'enquête prit un tournant dramatique. Le message, signé par le tueur du Zodiac, vantait les 2 meurtres et promettait d'en faire encore. La police était perdue pour la cryptographie, mais le cryptanalyste et ancien déchiffreur de code de la marine, David Oranchak, fut capable de déchiffrer le code. Le message révéla des détails supplémentaires sur les meurtres et inclut une mise en garde selon laquelle le tueur frapperait à nouveau. Cette pièce d'évidence changea tout, donnant à la police une indication claire des intentions du tueur. Alors que le nombre de victimes continuait à augmenter, les enquêteurs commencèrent à se concentrer sur quelques principaux suspects. L'un des suspects les plus anciens était Arthur Lee Allen, un pédophile condamné avec une histoire de comportement violent. Un autre suspect était Richard Gekowski, un journaliste et éditeur qui avait une fascination pour le tueur du Zodiac. Les 2 hommes furent entendus par la police et furent trouvés avoir un alibi convaincant pour certains des meurtres, mais il reste des suspects jusqu'à ce jour. Malgré des interrogatoires approfondis et des surveillances, aucun des 2 hommes ne fut jamais inculpé en lien avec les crimes du tueur du Zodiac. Cependant, une piste conduisit les enquêteurs dans une boucle de temps et de ressources gaspillées, le surnommé le faux Richard Gekowski. En 1981, un homme se prétendant la complice de Gekowski contacta la police avec une histoire bizarre sur l'implication de Gekowski dans les crimes du tueur du Zodiac. La police fut convaincue par l'histoire de l'homme et commença à construire un dossier contre Gekowski, mais découvrit finalement que tout cela était une fabrication. Cette fausse piste gaspilla des mois d'enquête et détourna des ressources vers des pistes plus prometteuses. Le tueur du Zodiac resta en liberté, et la communauté fut laissée à se demander s'ils arriveraient jamais à le capturer. La révélation que personne n'avait prévue a eu lieu en 2018, lorsque le 71 ans d'Arthur Lee Allen, qui était déjà décédé, a été finalement identifié comme le principal suspect par les enquêteurs du bureau du shérif du comté de Napa. Ils ont affirmé avoir découvert une pièce d'évidence cruciale qui pointait vers la culpabilité d'Allen. Cette évidence n'était pas un match ADN ou un échantillon de calligraphie, mais plutôt une lettre glaçante du tueur à un journal local. Dans la lettre, le tueur à la balle a révélé son identité véritable à un journaliste, mais le journaliste n'a jamais poursuivi cette piste. La lettre, qui a été écrite en 1970, semblait avoir été ignorée par les autorités pendant des décennies. Les enquêteurs du comté de Napa ont suggéré que Allen avait envoyé la lettre et plusieurs autres qui ont été trouvées le même jour. Ces lettres supposées contenaient des indices codés qui pointaient vers la localisation du tueur. Cependant, beaucoup ont contesté l'exactitude de cette conclusion, affirmant que les codes pouvaient être décodés pour n'importe quelle localisation possible. Les enquêteurs croyaient également que le fils d'Allen avait involontairement révélé la culpabilité de son père à travers une lettre qu'il avait envoyée au département de police. Cette lettre était considérée comme une pièce d'évidence cruciale qui liait Allen au crime du tueur à la balle. Comme on le sait maintenant, l'identité d'Arthur Lee Allen en tant que tueur à la balle reste une théorie, plutôt qu'un verdict. Bien que les enquêteurs du comté de Napa croient qu'Allen est le tueur, beaucoup d'experts restent sceptiques. Le tueur à la balle n'a jamais été arrêté ou condamné pour aucun des crimes qui lui sont attribués. Malgré le manque d'un verdict concluant, le cas reste un sujet populaire d'intérêt parmi les amateurs de crimes réels et les enquêteurs. L'enquête reste un cas froid, avec de nouvelles théories et des suspects émergeant périodiquement. Les individus impliqués dans le cas ont longtemps poursuivi leur vie. Le dernier survivant de la victime du tueur à la balle, Paul Avery, est décédé en 2002. Le journaliste qui a reçu la lettre de 1970 du tueur à la balle, qui a été plus tard révélé être un suspect, est également décédé en 2009. Le cas a également eu un impact durable sur la façon dont les scènes de crime sont investiguées et la façon dont le public s'engage avec les histoires de crimes réels. Les cryptogrammes et les lettres du tueur à la balle, célèbres pour leur infamie, ont inspiré de nombreux livres, films et émissions de télévision, gardant sa légende en vie pour des générations à venir. Si ce cas vous a donné la chair de poule, cliquez sur l'abonnement, nous postons un nouveau cas chaque jour.